Chers Zaki et Daoud, chers amis, mesdames et messieurs, j'étais chargé de faire la modération de cette soirée et j'ai reçu un plan de vol. Et pour que aussi bien le décollage que l'atterrissage se passe bien, je vous prie de respecter quelques règles que nous avons instaurées pour que tout le monde puisse dire quelque chose à propos du travail et de l'œuvre de Zaki Daoud et que nous n'oublions personne. Donc vous aurez de temps en temps, donc nous sommes deux pilotes, il y a Leïla qui pilote et moi le copilote, mais c'est à moi qui revient de regarder les instruments de la navigation. Mais de temps en temps, vous allez entendre la voix d'une hôtesse qui va peut-être demander aux intervenants d'être plus brefs, mais je crois que je suis sûr que vous n'entendrez pas sa voix parce que chacun va respecter le temps imparti qui est de 4 ou 5 minutes pour que tout le monde puisse intervenir. Je voudrais d'abord remercier Amia et Mahi Bin qui nous reçoivent ce soir. Ce n'est pas un salon hors les murs, puisqu'on a l'habitude de se retrouver dans la Targa. C'est un salon qui n'est pas hors le mur, même si on est dans la Palmeraie, puisqu'on est toujours chez les Bin. Et nous avons pris l'habitude à faire ces pérégrinations sans jamais aller ailleurs que chez un Bin ou un autre. Et c'est une très belle chose. Merci de votre hospitalité, merci Amia, merci Mahi. Un invité exceptionnel, soirée exceptionnelle. Zaki Daoud, vous connaissez ce salon, vous avez déjà été invité pour parler d'un ouvrage. Ce soir, le format est différent. C'est un hommage que Leïla et les membres de salon ont voulu vous rendre, évidemment pour vos derniers ouvrages, mais pour l'ensemble de votre œuvre, de votre action, de votre engagement par la plume. Vous avez, depuis très longtemps, contribué à combattre l'obscurité et vous nous avez ouvert avec la Malif en journaliste, avec vos essais, avec vos romans, de nouvelles pistes et surtout, vous avez fait un excellent travail sur la mémoire du Maroc et nos jeunes ont besoin de savoir pour savoir où aller, de savoir d'où ils viennent. Et en parcourant votre œuvre, il y a beaucoup d'enseignements à retenir et beaucoup de lumière pour éclairer leur chemin.
passe sans tarder la parole à Leïla, la présidente du salon, qui va vous recevoir avec ces mots. Et moi, je donnerai la parole les uns aux autres et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à vous tous. Heureuse d'avoir Zakia Daoud avec nous ce soir. Et je présente donc son livre Du sang et de la mémoire, Vie et mort des musulmans d'Espagne. Alors, je voudrais d'abord vous dire que je vais commencer par 5 mots-clés. Il y a le viol et la trahison de l'amitié et de la confiance accordée à Roderick, viol de Florinda qui a 17 ans, trahison de Julien, métaphore du viol de l'Espagne par les envahisseurs. Et le 3e mot serait la question identitaire, le 4e la violence et le 5e le racisme. Donc, je commence par la construction du racisme. J'ai appelé ça une étude de cas. Mais qui est Zakia Daoud? Cet essai ressemble en tout à son auteur. Zakia Daoud, journaliste, écrivaine, historienne, a été pendant un moment au Maroc le porte-parole d'une idéologie progressiste importante qui a marqué son temps. Parallèlement à cette action, mariée à un Marocain, lui aussi journaliste, qui a toujours été son jardin secret, Zakia Daoud est une femme libre. L'avant-propos et l'introduction de cet essai sont une renaissance de Zakia Daoud, celle de cette première époque de sa vie, de la journaliste de la revue La Malif dans les années 60, de la militante engagée, dont la critique correspond à son engagement dans un mouvement qui voit le monde dans sa réalité et sans concession. Son analyse de l'idéologie et de la construction du racisme, à l'image de Zakia Daoud, est aussi sans concession. Ainsi nous fait-elle part, dès l'introduction, de sa vision de la conquête musulmane de l'Espagne et à terme à la réponse des Espagnols à cette invasion. Et je cite la page 7, une construction idéologique savamment orchestrée au service d'une politique de longue haleine. Diaboliser l'autre est nécessaire si l'on veut susciter la haine. Sinon, comment appeler à l'éradiction de son semblable? Il faut donc qu'il soit différent et de différent, il devient ennemi. Donc, la question qui se pose et à laquelle Zakia Daoud répond est comment arrive-t-on à construire, à partir d'éléments existants, une théorie pointue sur le racisme? Les chapitres suivants sont, à mon sens, une étude de cas. Un texte qui donne vie à cette construction idéologique du racisme et de la haine de l'autre, à travers l'histoire de l'Espagne et la conquête des musulmans qui a duré près de 8 siècles. Dès le départ, il y a une indication claire du but de cet essai qui explique le comment de la construction de la théorie raciste. Un état des lieux illustre le cas de l'Espagne. Alors, je retiens 3 points. Il y a l'histoire telle qu'elle a eu lieu, celle de l'invasion et la conquête d'une grande partie de la péninsule, une nouvelle civilisation, 4 à 5 siècles de prépondérance quasi totale et briller d'un vif éclat du fait de son exceptionnelle réussite culturelle et de son vif essor économique. Le second point, il y a le comment et le pourquoi. Il y a le comment et le pourquoi. Le comte Julian, dont la fille, confiée à la sœur du roi wisigoth, Émeric, a été violée par celui-ci et a trahi la confiance de Julian, et que Julian a cherché à se venger du roi wisigoth. Et le 3e point, il y a le fait que lorsqu'il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Les chrétiens wisigoths battus sont refoulés dans les montagnes sévillanes.
Ce sont eux qui vont servir de porte-voix, désignant leur ennemi. Un projet politique va désigner l'ennemi, le traître contre Julien, gouverneur de Ceuta qui les trahit, en invitant et en facilitant le passage du détroit de Gibraltar à Tariq ibn Ziyad, pour le compte des différents pouvoirs de Damas, suivi de l'émirat omeyyade, indépendant du califat, des conquêtes almoravides puis almohades. Tout d'abord, l'ennemi, ce ne sont pas directement les morts. Toute l'histoire de l'Espagne va partir de ce moment, de cette trahison de Julián, et pas vraiment du débarquement en lui-même. C'est au XIIIe siècle, dans une longue diatribe de sa chronique générale, qu'Alphonse X, le sage, roi de Castille, fait écrire « Maudite soit la fureur du traître Julián, car longtemps elle nous fut cruelle, car intraitable, il se montra dans sa violence et obstiné dans sa haine, précoce dans sa folie, oublieux de toute loyauté, bravant Dieu, fourbe, traître, meurtrier de son Seigneur, ennemi de sa maison, destructeur de son pays », nous dit-elle en page 13. La construction de l'idéologie du racisme va se forger d'une manière inexorable pour être par la suite dirigée contre les Juifs et les musulmans. Zakia Daoud ajoute, en page 12, la résistance s'amorce d'abord au niveau idéologique. Si les vainqueurs n'ont pas besoin des mythes, les vaincus, eux, les cultivent et les construisent patiemment et savamment pour aiguiser les combats futurs. En conclusion, cet essai est une étude de cas honnête, bien documentée, riche de détails, pointue, qui inclut des siècles plus tard les réactions de chercheurs, historiens, analystes espagnols et étrangers à l'histoire de l'Espagne, à la vision des uns et des autres de cet événement qui a façonné une grande partie du pays et a gardé les traces d'une civilisation extraordinaire. Mais c'est aussi une étude de cas qui se veut l'exemple de ces erreurs de l'homme qui se répètent depuis la nuit des temps, un récit de l'histoire et de sa négation par les générations qui suivent, dans ce que l'on ressent comme un cri du cœur de la militante Zakia Daoud, ces phrases qui dénoncent cette diabolisation de l'autre, et je termine en page 8 avec cette citation, on la voit maintenant à l'œuvre dans le monde entier, avec une vélocité extraordinaire, sans cesse relayée sur les plateaux de télévision, européens notamment, par des vociférations inconvenantes, des éructations incontrôlables, des haines palpables à la mesure des ressentiments qu'elle tente de fabriquer contre les autres. Tous les autres, victimes et désignés des pertes de contrôle et de puissance, des suprématies désormais en voie de disparition et qui tentent de se défendre. Se référant à notre actualité internationale, c'est une militante qui réagit aux mouvements racistes, populistes, extrémistes qui gagnent du terrain dans le monde occidental, en l'occurrence une mise en garde qu'il faudrait prendre au sérieux. Elle nous dit en page 9, j'ai cru bon de m'y attarder, stupéfaite de la rapidité avec laquelle cette idéologie fait des progrès visibles à l'œil nu, politique préparée et délibérée qu'il faut combattre, écrit-elle. Merci. Merci Leïla et bravo pour cet éclairage sur l'ouvrage du sang et de la mémoire. Chère Zakia Daoud, il y a 1 an et demi, à la place où vous êtes assise, était assis notre ami Edgar Morin. Edgar Morin, à qui le Salon a rendu un hommage. Quelques mois après, il y a eu Abdelfatah Kiloto, qui a été reçu pas loin d'ici, chez le grand frère Khalil Bin Bin. Et quelques mois après,
il y a eu un troisième hommage rendu, c'est Hamid Triki, mais cette fois-ci à la Targa, chez Leïla. Ce soir, nous avons fini le cycle et nous revenons chez Mahi Bin, et vous êtes la première femme à qui cet hommage est rendu par le salon. Il était donc normal que nous ouvrons ce salon avec la lecture de votre ouvrage par Leïla, et nous donnerons la parole à une autre dame, à une jeune femme, qui va faire une chronique. Elle fait pour chaque salon une chronique, et il a une manière originale de présenter l'auteur à ceux qui le connaissent déjà et à ceux qui vont le connaître maintenant grâce à cette minutieuse chronique rédigée et préparée par Iman. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix enrouée. Je remercie vivement Madame Zakia Daoud d'avoir accepté notre invitation et d'avoir honoré notre salon par cette venue. Je remercie tous les intervenants qui se sont hâtés pour trouver leur place au niveau de la prise de parole en termes d'intervention pour cet hommage. Donc voilà, j'enchaîne avec ma chronique. J'espère qu'elle est aussi originale que l'a vendue Ibn Shayban. Je l'espère vraiment. Très bien, j'y vais. Nous avons tous suivi, Marocains et non-Marocains, avec ferveur et enchantement, la bravoure des lions de l'Atlas lors de ce mondial ces dernières semaines. Bien plus qu'un paquet de scores, ce dont on a été témoin ces dernières semaines était une revanche glorieuse de nos joueurs, fervents défenseurs de ce qu'est être marocain. Non contre une équipe, non contre un adversaire epsilon quelconque, mais surtout contre une représentation, une idéologie, longtemps reniée par moult parties prenantes. Le succès de nos jeunes Marocains lors de ce mondial a remis sous les feux de la rampe les valeurs d'un peuple, la richesse d'une culture et la clémence d'une civilisation engagée dans un mot qui en recèle bien plus qu'il ne semble, l'héroïsme, ou comme dit Tata Leïla, forme de résistance symbolique et ou idéologique. Voir nos joueurs se donner corps et âme dans la révélation de cet héroïsme a eu pour parallèle, pendant ces dernières semaines, ma lecture de ce merveilleux essai signé Zakia Daoud, tout autant inscrit dans la revendication d'un droit dû, celui de reconnaître aux musulmans leur légitimité dans le territoire ibérique, que dans la revendication d'un correct droit, d'un correct mérite. L'histoire a été écrite par des hommes qui en ont dicté les parcours, les actions, les luttes, les violences, les injustices parfois, pour ne pas dire toujours. Mais l'histoire est aussi l'instrument avec lequel des détenteurs de plumes, tels que Zakia Daoud justement, défendent les vérités et scrutent les faits avec justesse, objectivité et surtout éthique. L'éthique permet de lutter contre la déformation de l'histoire. Et ce n'est pas la première fois que nous assistons à la plume de Zakia Daoud revendiquer cette valeur quant à son engagement à l'égard de ses lecteurs. Sa célébration de l'héroïsme revient à ses premières lignes griffonnées pour Jeune Afrique, mais aussi ses premiers mots murmurés à la radio marocaine. Cette lutte a permis à tant de monde de célébrer Zainab Nfzaoui ou encore Saïd Al-Hourra, qui étaient longtemps, non, je ne dirais pas méprisés, mais longtemps ignorés de façon délibérée des enseignements. À en connaître justement l'héroïsme, hélas écarté par les transcripteurs de l'histoire, antagonistes à l'éthique et au noble adage stipulant que ce qui appartient aux héroïnes revient aux héroïnes. Désolée à César. Aujourd'hui, l'héroïne Zakia Daoud est célébrée par notre salon et c'est un honneur pour nous de saluer la journaliste, l'essayiste, l'historienne, mais avant tout la femme militante qu'elle est et qui revendique le droit des musulmans en Espagne. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis passé lundi dernier chez mon éditeur et nous avons parlé de tout et de rien. Et comme je lui ai un petit peu sympathique, il a voulu me montrer, ou il m'a demandé de choisir avec lui une couverture d'un travail qui est en train de paraître. Et sur le travail, il y avait écrit en rouge, grandes lettres, les Malif.
Alors, la Malif, c'est une revue d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et que les vieux comme moi, et à qui les vieux comme moi rappellent un journal, enfin un journal mensuel, qui traitait dans un premier lieu des événements politiques. C'est un journal qui se voulait un peu de gauche, ou très de gauche, qui est né dans les années exactement 1966, après l'indépendance. Il est né dans un contexte troublé et troublant aussi, parce que c'était juste après l'indépendance, c'était l'affaire Ben Barka, c'était les événements de Casablanca, c'était la déception de ceux qui ont bataillé pour le Maroc libre, qui se sont retrouvés un peu à l'écart. Et pour l'anecdote, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un grand-père maternel qui fabriquait les babouches pour Mohamed VI, pardon. Et dans ces babouches, il en fabriquait 2 tous les 15 jours. Il les envoyait à Madagascar, où le roi était exilé. Et dans une babouche, entre les 2 semelles, il envoyait chaque fois un texte qu'Al El-Fassi lui donnait pour informer le roi en exil. Et le frère de ce grand-père avait 17 ans et militait aussi pour la même cause. Et il a poignardé un indique à la mosquée Al-Qarouine. Et donc les 2 ont été appréhendés. Et ils ont fait de la prison, bien sûr. Le jeune qui a poignardé, enfin qui a tué l'indique, a écopé d'une peine assez longue. Et à l'indépendance, on l'a récompensé pour son dévouement. Et on lui a donné le poste de maton. C'est horrible. Et donc, il a passé sa vie des 2 côtés des barrières jusqu'à sa mort. C'était la déception de ceux qui ont travaillé pour le Maroc libre. Enfin, la Malif est née à ce moment-là. Et d'abord, il s'attaquait aux événements sociaux et à la politique. Et après, il a fait une plateforme d'information et de promotion de l'art et de la culture. Et il s'est intéressé à l'écriture, à la poésie, au cinéma, au théâtre, à la chanson. Et c'était une revue de référence à ce moment-là. Mais surtout politique. Et comme les événements politiques sont humains, ils ne peuvent pas échapper éventuellement à la surveillance humaine. Et c'est ainsi que la Malif a été muselée, ses membres empêchés de travailler et son éditeur emprisonné. Et la Malif s'est arrêtée en 1988. Pourquoi je vous parle de la Malif? Parce que la Malif doit énormément de choses à Madame Jacqueline David. Madame Jacqueline David est née en Normandie. Et en regardant sa biographie, je me suis rendu compte qu'on avait des choses en commun. Nous sommes tous les 2 nés le siècle dernier. Enfin, elle en 1937, moi en 1956. Enfin, peu importe. Et ça, pour montrer que vous êtes plus jeune. Et le parallélisme s'arrête à ce niveau-là, parce que elle est journaliste, et moi je ne suis que chirurgien. Je vous dis ça parce que la plume a un impact beaucoup plus important que le bistouri. Et donc, Madame Zakia Daoud est devenue Zakia Daoud une fois qu'elle a intégré Jeune Afrique, où elle était devenue donc correspondante au Maroc. Mais avant, elle est rentrée au Maroc en 1955, je crois. Ah non, quand même pas. 56 57. 57, voilà, je me suis trompé. Donc, je vous disais qu'après avoir fait des études, après avoir d'abord eu une éducation religieuse. Non. Non.
c'était pas une éducation religieuse, c'était dans un collège religieux. Oui, mais Ah ben. ça revient au même. Ah, si vous dites. Donc, elle a intégré l'école de journalisme à Paris, l'école supérieure du journalisme, et elle est rentrée au Maroc pour travailler d'abord à la radio marocaine, puis elle a écrit beaucoup pour l'Avant-Garde, qui était une revue de l'UMT, et finalement Jeune Afrique. Après cette histoire, après l'arrêt de la Malif, Madame Zakia Daoud est retournée à Paris, où elle a rompu avec le journalisme pour se consacrer à l'écriture. Elle a énormément d'écrits, et j'en ai trouvé beaucoup. J'en ai lu que 2. Ah, c'est honteux. Je sais, je suis vraiment désolé. Au fait, je vais vous dire... alors, Casablanca en mouvement, Ah, vous l'avez lu, non? Hannibal, le petit enfant de Zeynep, Abdelkrim, le héros du Rif. Ah, quand même, ça fait 3 Beaucoup- non. J'ai parcouru quelques-uns et j'ai lu Zeynep, reine de Marrakech, qui m'a énormément plu. Magnifique. Du sang et de la mémoire, vie et mort des musulmans d'Espagne. Je viens de le finir. Bravo. Je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas historien. Et vous allez excuser mon ultra-crépidérianisme, mais j'ai trouvé que c'était un roman, d'abord très très riche. C'est énormément de dates, énormément d'événements, et pour le lire, il m'a fallu une extrême concentration. Autrement, on n'y parvient pas. C'est devenu donc mon livre de chevet, et cette concentration permet justement d'apprendre les événements et les dates. C'est pas comme un roman, c'est pas une pelote de laine on va tirer sur le fil et ça se défait. C'est plusieurs pelotes de laine de plusieurs couleurs, et on voit énormément de choses dans ce livre-là, jusqu'à l'expulsion des Arabes et des musulmans et des Juifs de l'Espagne. Madame Zakia Daoud, je suis très honoré de vous rencontrer. Merci. Il faut bien préjuger des choses qui se passent, mais j'y ai mis beaucoup de moi. Et quand tu as dit que c'était les années 60 qui revenaient, c'était ça, oui. Mais c'est pas cette vidéo récente-là, à la limite presque tolérable. Il y a eu des choses plus intolérables. Par exemple, moi, ça m'a mis en colère. C'est pour ça que c'est ce Zemmour, c'est une horreur. Et je me suis dit, mais bon, c'est pas le seul cas, hein. Comme tu as dit, c'est une étude de cas. Il y a eu d'autres cas où une construction idéologique, par exemple les néoconservateurs américains, ils ont commencé en 1945. Tout doucement, personne ne les a vus. Et tout d'un coup, pof, ils s'affirment. Et bien, c'est la même chose avec Zemmour. C'est la même chose. Ah oui, bon. Bon, en gros, donc, c'est pour expliquer 2 choses. Premièrement, j'étais tellement en colère et je me disais, cette campagne électorale, mais c'est une horreur. Où est-ce qu'on va? Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, en quelque sorte. Et aussi, je voulais revenir sur cette histoire de l'Espagne. Parce que je voulais déterminer, je voulais faire comprendre que quand on éradique les gens, ça ne se passe pas si bien qu'on croit. Voilà. Et je pense que ça ne va pas se passer bien du tout. Comme dans le temps en Espagne, par exemple, on se dit l'Espagne, elle a éradiqué les musulmans, et j'ai expliqué avec quelle dureté, les juifs avec quelle horreur. Et pour autant, tout d'un coup, après, elle a gagné l'Amérique, elle nageait dans l'or, et elle aurait dû être heureuse. Et elle ne l'a pas été. Comment ça se fait? Comment ça se fait que cette espèce de lancinante mélancolie qui atteint l'Espagne continue aujourd'hui? Voilà. Donc je pense que c'est une des raisons. Et c'est pour ça que j'ai voulu le dire. Voilà. Merci. Alors, je vais traiter très rapidement en 4 minutes d'un aspect qu'on ne considère pas en général quand on parle de l'œuvre de Zakia Daoud. C'est la question de son style. Je vais t'expliquer.
Je commence par une anecdote. J'avais un jour dans mon cartable un livre de Zakia Daoud, celui sur Abdelkrim, remarquable. C'était au Maghreb du livre. Un journaliste marocain qui vit à Paris, dont on taira le nom, me dit « Tu arrives à lire Zakia Daoud ?» Moi, je trouve ça difficile. C'est très, mais cherchez ces mots, c'est très dense. Alors, cette caractérisation, qui se voulait sans doute négative, m'avait d'autant plus frappé que je venais de lire également un ouvrage de Pierre Bourdieu. Or, l'ouvrage de Pierre Bourdieu était également dense, j'ai de bonnes lectures, était également dense, mais Bourdieu avait une théorie sur son propre style. Bourdieu dénonçait une certaine légèreté de style, ou du style. Il dénonçait ce qu'on appelle le style de l'essai à la française, qui est fait d'allusions que ne comprennent que des happy few. Bourdieu dénonçait le flou, qui veut faire profond. Tout cela, pour notre Pierre Bourdieu, était une forme de violence symbolique, selon sa fameuse expression, par laquelle la classe dominante cherche à perpétuer sa domination. L'essai brillant cherche à éblouir, à fasciner, à intimider. Il ne cherche pas à instruire, il ne cherche pas à informer. Et c'est pourquoi, Bourdieu écrivait consciemment, de façon dense, laborieuse presque, pourrait-on dire, parce que lui ne cherchait pas à éblouir, il cherchait à instruire. Il cherchait à dévoiler des vérités. Il ne cherchait pas à masquer des vérités inconvenantes. D'une certaine façon, la densité du style de Bourdieu, dont une élève, Annie Arnaud, vient d'avoir le prix Nobel de littérature, l'autre nom du style de Bourdieu, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Alors, j'aurais voulu dire tout cela à ce journaliste marocain basé à Paris dont on ne révélera pas le nom aujourd'hui, sauf si on m'y oblige. J'aurais voulu dire tout cela à ce journaliste marocain basé à Paris qui se plaignait de la densité du style de Zakia Daoud. J'ai aujourd'hui l'occasion de réparer cette lacune en utilisant une formule très récemment mise au goût du jour par un grand philosophe marocain nommé Walid Regragui. Le style de Bourdieu était dense parce qu'il était honnête. Le style de Zakia Daoud est dense parce qu'elle est toujours de bonne foi. Pancrazi a parlé de droiture, mon ami Xikes a parlé de la nécessité de la documentation. Le style de Zakia Daoud est dense parce qu'elle est toujours de bonne foi, parce que t'es dernière. En épousant ce Mohamed Ghoulam, Zakia Daoud n'a pas épousé seulement un jeune Marocain, il a épousé tout un pays, le Maroc, qui va devenir son pays. Et il en a épousé très tôt les causes et les luttes sociales, estudiantines et des intellectuels aussi. Ce Maroc, d'après l'indépendance et des années de plan, était un chaudron qui bouillait, et Zakia Daoud était le témoin de cette époque. En journaliste, en écrivain, en romancière ou en essayiste, Zakia Daoud suit dans son travail le même but. Je crois qu'il a envie d'être le témoin de notre présent, mais aussi le témoin du passé. Zakia Daoud, à sa manière, détricote toutes les constructions historiques que certaines élites veulent nous imposer. Et il est en train de les déconstruire pour offrir autre chose. Zakia Daoud est témoin de notre présent, de notre passé. C'est peut-être la meilleure façon d'ouvrir la jeunesse sur son futur. Merci Zakia Daoud. Bonsoir Zakia, bonsoir tout le monde. J'aurais aimé être des vôtres pour participer à l'hommage que le Salon de Leïla rend à cette figure emblématique de l'écriture marocaine d'expression française qu'est Zakia Daoud. Malheureusement, le jour même, je dois être à Fès, invité de l'Institut français de la ville pour y présenter mon dernier livre, Le poète de Safi. Mes premiers contacts avec le travail de Zakia Daoud remontent aux années 80. J'étais alors un lecteur assidu de la revue La Malif,
J'aimais beaucoup les sujets traités, mais j'aimais aussi et surtout l'approche revendicative qui était celle des auteurs des articles publiés dans la revue. Mon deuxième contact sera avec un essai de Zakia Daoud sur lequel je suis tombé dans les rayons de la médiathèque de l'Institut français de Marrakech. Et c'était Abdelkrim, une épopée d'or et de sang. Un texte que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. En 2005, je me trouvais à Paris en compagnie de mon éditrice française, Marion Inbert, des éditions de l'Aube, que Zakia connaît sûrement, puisqu'elle a sorti au moins 2 livres chez la même maison. Et Marion Inbert me met entre les mains un livre, en me disant « Lis-le, tu vas beaucoup aimer, j'en suis certaine ». Et c'était Zainab, reine de Marrakech. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai beaucoup aimé l'histoire, d'autant plus que ce roman historique est venu combler une lacune au niveau de la documentation historique, puisqu'il n'y a pratiquement rien sur cette grande dame qu'est Zainab Nefzaouia, qui a beaucoup aidé son mari Youssef Ben Tachfin à fonder son empire almoravide et a fondé aussi la ville de Marrakech. Pour terminer, j'ai 2 questions. La première porte justement sur Zainab, reine de Marrakech, et elle m'est venue comme ça à l'esprit à la fin de la lecture du livre. Je me suis dit, si par un miracle du ciel, Zainab Nefzaouia revenait à la vie et voyait Marrakech dans l'état où il se trouve actuellement, quelle serait sa réaction ? Voilà une question pour relancer une suite pour le roman historique Zainab, reine de Marrakech. Ma deuxième question, elle porte plutôt sur l'écriture. Je sais que Zakia Daoud a commencé dans l'écriture journalistique, d'abord à l'Imbalif, mais aussi dans d'autres organes de presse, Le Monde diplomatique, Jeune Afrique, etc. Ensuite, il est passé à l'essai et après l'essai, il est passé au roman historique. Ma question est la suivante. Est-ce que ce cheminement du journalisme vers le roman historique en passant par l'essai, est-ce que c'est le fruit d'un hasard ou est-ce une évolution logique ou est-ce un besoin intellectuel qui est venu comme ça avec le temps? Merci beaucoup et bonne soirée. Bonjour Zakia Daoud, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je m'appelle Jean Zagagnaris. Nous étions croisés parfois, et notamment autour de ce livre, Les années Lamalif, qui parle de ton rôle de fondatrice et de rédactrice en chef du journal Lamalif entre 1966 et 1988. Durant ces 2 décennies, tu évoques tout un tas d'événements historiques importants qui se sont déroulés au Maroc. Tu parles d'un certain nombre de personnalités qui ont contribué à cette revue. On en avait discuté. On avait aussi discuté de ton ouvrage Féminisme et politique au Maghreb, cette décennie de lutte où tu retraces là encore l'histoire des mouvements féministes et des figures du féminisme au Maghreb. Mais l'ouvrage dont je voudrais surtout parler aujourd'hui, c'est ton roman Les Haït Chéri, paru en 2017 aux éditions Sirocco. C'est un roman qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup ému. Là encore, dans ce roman, il y a cette dimension historique. Le contexte pour toi est très très important. Le roman commence à la fin des années 50 et se termine au moment de l'attentat de Srerat. Les Haït Chéri dont tu parles, c'est le surnom donné au couple mixte dans ce contexte-là. Le roman retrace donc une période historique que tu qualifies de shakespearienne. Tu retraces tous les événements tragiques durant les années de plomb, et notamment dans une perspective très proche de Walter Benjamin. Quelque part, tu donnes aussi la parole à ces vaincus de l'histoire. Tu ne fais pas l'histoire des vainqueurs, et ça, c'est quelque chose de très beau dans tes écrits. Le roman donc parle de plusieurs couples mixtes dans ce contexte troublé entre la fin de l'indépendance et l'avènement des années de plomb, et notamment
le combat très compliqué de la gauche marocaine, en retraçant y compris certains conflits au sein de cette même gauche. La présence des couples mixtes est très belle dans ce roman. Tu y parles notamment de Houssine et de Marie, tu y parles d'autres couples mixtes. Tu mets en avant, je trouve, quelque chose de très beau dans la fragilité de l'altérité, dans la fragilité d'une période que tu qualifies de cosmopolite. Tu montres aussi que l'altérité ne va pas de soi, que l'intégration ne va pas de soi, que la mixité culturelle, les métissages ou tout simplement l'expatriation n'est pas quelque chose de forcément aisé. Je garde en tête dans ce roman un très bel échange à la page 182-183 où un personnage qui s'appelle Mathilde, également un des personnages des Aïd Chéri dont tu parles. À un moment, cette femme française expatriée au Maroc a en face d'elle un homme marocain qui lui rappelle, je cite, « Vous ne pouvez nier que vous êtes en dehors de cette société marocaine ». Il lui fait comprendre que justement, elle est une étrangère et que par essence, ne comprend pas très bien ce qui se passe au Maroc. Et la réponse, je trouve, de Mathilde, furieuse et très belle. Regardez ce que lui répond Mathilde. « Ce que tu dis me révolte, que tu le veuilles ou non. Tout tant que nous sommes, nous faisons dorénavant partie de cette société, sous-entendu la société marocaine, de la chair et du sang de ce pays dont nous avons porté les enfants que nous avons engendrés, où nous vivons, où nous avons noué des liens, fait notre trou en somme, nous y avons joui et souffert, nous y avons ri et pleuré, c'est notre pays, que tu le veuilles ou pas. » Je trouve ce passage très beau. Mathilde qui répond ça. Tu as compris que ce n'est pas un hasard si j'ai le maillot du FUS, équipe que je supporte et dont tu connais l'histoire beaucoup mieux que moi. Je félicite au passage le parcours. Alors, je sais que cette vidéo, tu la regarderas quand le mondial sera presque fini, mais déjà la phase de poule, on peut être très très fier du parcours de l'équipe nationale marocaine et je leur souhaite bon succès contre l'Espagne. Au moment où tu verras cette vidéo, l'histoire sera déjà derrière nous, mais bon, je voulais quand même exprimer mes félicitations à l'équipe nationale, aux joueurs, au staff, à Regragui, etc. Merci beaucoup, donc je souhaite une belle présentation à tout le monde et désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Marrakech, dans cette belle ville. Et plein de bonnes choses, Zakia Daoud, plein de bonnes choses et une bonne continuation. Au revoir. Bonjour Zakia Daoud ou Jacqueline Dorlem. Bonjour Leïla, Bin, bonjour chère assistance. Je ne suis pas parmi vous, j'aurais vraiment souhaité l'être, mais je suis hors du Maroc. Et je suis ravie de porter ce témoignage pour notre chère amie Zakia Daoud, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration pour d'abord une femme qui a marqué l'histoire et la culture du Maroc à travers la revue La Malif. Zakia, je t'ai connue, je venais à peine de terminer mes études, je venais de terminer une enquête pour ma thèse de doctorat qui portait justement sur la sexualité des femmes marocaines. Nous sommes dans les années 80 et je t'ai connue, tu m'as appelé tout simplement pour me demander si je pouvais te donner une copie de ma thèse, donc qui portait le nom déjà dans le temps d'au-delà de toute pudeur. Et tu as été vraiment la première femme journaliste, intellectuelle, à lire cette thèse. Et tu as été la première à faire un article de 7 ou 8 pages. J'ai essayé de le retrouver, mon bureau est dans une désorganisation parce que j'ai des ouvriers dedans. Je n'ai pas pu retrouver l'article, mais je pense que tu sais très bien de quoi je parle. La Malif donc m'a consacré, alors que je venais à peine d'avoir mon doctorat, m'a consacré donc 7, 8 ou peut-être 10 pages pour parler de cette enquête qui allait devenir plus tard publiée sous le titre, bien sûr, de Au-delà de toute pudeur. Donc là, je n'ai pas oublié, déjà ça a été, si tu veux, un premier pas pour l'essor de cet ouvrage qui a connu un très grand succès, qui est le best-seller marocain aujourd'hui, et tu y es pour quelque chose, puisque de toute manière, quand tu as fait cet article, quand tu l'as publié, il n'y avait pas beaucoup de revues au Maroc, il y avait 2 ou 3 revues
à part les quotidiens, et tu t'es toujours imposé par ta plume, par ton initiative, par ton innovation au sein de la Maïf, par ton courage, je dirais même beaucoup plus, par ton audace. Tu n'as jamais eu ta langue dans la poche, tu n'as jamais eu la langue de bois, et véritablement tu as marqué l'évolution des mentalités, l'évolution de la société, l'évolution de la démocratie au Maroc à travers cette revue La Malif. Bon, plus tard, on t'a retrouvé un petit peu partout dans le monde intellectuel. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 2 mois, j'ai eu l'immense plaisir de te serrer dans mes bras. Je sais que tu n'habites plus au Maroc. Tu nous manques beaucoup au panorama intellectuel, tu manques au panorama culturel. Et je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui tu fasses l'objet d'une reconnaissance. Tu en as eu beaucoup, effectivement. Mais ce que je peux dire pour conclure, c'est que tu as énormément fait, tu as beaucoup fait, en toute discrétion. Tu es une femme très discrète, tu n'aimes pas parler de toi, tu n'es pas toujours à la recherche de médias qui parlent de toi. Tu as toujours travaillé dans la plus grande discrétion, et aujourd'hui, je porte hommage à cette intellectuelle, la journaliste qui a toujours eu une honnêteté intellectuelle et une rigueur scientifique. Je porte un hommage très particulier à une amie avec beaucoup d'affection, et je te souhaite une très longue vie, beaucoup d'apports, parce qu'on a encore besoin que tu donnes, et j'espère te voir très prochainement en très bonne santé. Et merci à toute l'assistance qui est là pour valoriser, pour reconnaître une dame qui le mérite réellement. Je t'embrasse et à très bientôt, Zakia. Je t'embrasse, mais à très bientôt. Ma chère Zakia Daoud, mon amie, je fais partie de ces personnes qui te doivent beaucoup. D'abord en tant que grande journaliste, qui nous a appris par l'exemple, par le long cheminement qui a été le tien, le souci de la véracité, le travail méticuleux d'édition, la nuance dans l'analyse. Et ma foi, ce sont des piliers du travail journalistique. Mais quand ce métier t'a tourné le dos, sans que tu tournes la page, tu as su nous montrer de nouveau la voie par un travail plus exigeant, un travail de longue haleine, d'écriture, de transformation de faits, de figures et de moments historiques en textes qui vont marquer la littérature marocaine. Non par un effet stylistique, mais par un souci du détail, par une capacité d'écriture à partir de ce qui est documenté, mais également de ce qui est ressenti. Je crois que ce long cheminement, qui j'espère va encore continuer longtemps, nous inspire. Et je dois dire, pour cela, on t'admire. Merci encore. Je suis abasourdi, voilà. Donc je me tais. Je voulais simplement dire 2 choses avant, j'avais oublié, que ce livre, du sang et de la mémoire, bénéficie d'une couverture exceptionnelle. Il n'aurait pas eu la valeur qu'il a sans la couverture de Maï. Je le pense profondément. Et la deuxième chose que je voulais dire, Leïla, tu as parlé de l'histoire de la pauvre Florinda, de son viol. Bon, c'est une chose qui semble avérée historiquement, d'une part, mais d'autre part, ça montre que la haine a besoin du charnel. Et que toute cette histoire d'Espagne et du Maroc, c'est charnel. Et du fait que c'est charnel, c'est encore pire. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, tous ces gens qui ont parlé de moi, alors, je les remercie,
Comme je vous remercie tous. De la Malif, que vous avez sûrement inspirés et qui sont devenus aussi des écrivains. Nous allons écouter dans l'ordre notre ami Jean-Noël Pancrazy qui a présenté son livre il n'y a pas très longtemps au salon de Leïla. Je ne pensais pas que j'étais si tôt dans le plan de navigation. Hein. Moi, j'étais très touché par le mouvement de reconnaissance qu'il y a à votre égard. C'était magnifique. Alors moi, je voudrais vous dire mon admiration, parce que vous êtes pour moi vraiment l'image de l'intellectuel tel qu'il y avait encore des intellectuels et tel qu'il n'y en a presque plus, vraiment. Parce qu'un intellectuel, et vous le représentez magnifiquement, vous êtes une femme très droite. C'est-à-dire quelqu'un qui met en accord ce qui vous dites, ce que vous écrivez et ce que vous faites. Ça, je trouve que c'est le suprême harmonie d'un intellectuel, et ça, vous l'avez, et c'est très infiniment rare. Deuxièmement, à voir votre parcours, vous avez toujours été une femme en alerte. C'est-à-dire que vous voyez les choses avant les autres, et non seulement vous les voyez, mais on les sait grâce à vous. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que vous êtes toujours du côté des méconnus. Par exemple, vous avez fait des livres, j'avais lu sur Ferhat Abbas, qui m'avait infiniment touché, parce que ça a un rapport avec mon enfance algérienne. Il était de Sétif. Sur Ben Barka. Et vous m'avez fait découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas, je dois vous dire, c'est Abdallah Ibrahim. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'on voit comment cet homme, qui est resté 1 an et demi au pouvoir, c'est ça, a fait pour son pays. C'est lui qui a créé le dirham, je pense, hein, et puis qui a fait beaucoup de choses pour moderniser le Maroc déjà, qui restait très peu au pouvoir, donc qui a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Vous choisissez jamais des héros, mais des gens qui, comme l'a dit Jean tout à l'heure, des gens qui sont les vaincus de l'histoire, je crois que c'est une phrase de vous, laissent plus de traces que les vainqueurs. Oui, et ça j'y crois vraiment. C'est peut-être un peu une consolation, mais c'est la vérité. Et alors, bien sûr, vous êtes avant tout une résistante et une militante des droits de l'homme contre tous les racismes, contre toutes les intolérances. Jamais autant on en a eu besoin de cette voix, de votre voix. Parce qu'on voit, comme vous le dites, une prolifération des populismes à travers le monde, partout. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question? Il me semble que le populisme, bien sûr, l'extrême droite est à rejeter complètement, absolument, radicalement. C'est une évidence totale. Même si elle se propage à travers le monde, elle finira par perdre, me semble-t-il. Mais il y a dans la société actuelle d'autres formes d'extrême droite, d'autres formes de fascisme qui prolifèrent aussi aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres intolérances dans la société. Je ne sais pas, vous savez, il y a au fond une montée de tous les intégrismes. Pas simplement l'intégrisme religieux, mais il y a d'autres intégrismes. Même le féminisme a ses intégristes. Il y a l'intégrisme féminisme, il y a même l'intégrisme écologique, là, avec les gens qui jettent n'importe quoi sur des tableaux de Vermeer, vous voyez. Donc il y a une montée de toutes ces intolérances, c'est-à-dire de groupes qui pensent qu'ils ont raison et qui imposent leurs lois aux autres et qui excluent. Moi, ce que je pense, la définition du fascisme, c'est exclure. Exclure et puis anéantir, mais exclure d'abord. Et on est dans une époque où on exclut de plus en plus. Alors, la Malif, c'est un très beau mot, je crois qu'il veut dire non. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire non de la même manière qu'on disait non en 1970 ? Parce qu'aujourd'hui, toute parole d'opposition, de contestation est presque inaudible. On se censure, tout le monde se censure plus ou moins aujourd'hui, de peur d'entraîner
un raffut extrême sur les réseaux sociaux, etc. C'est une forme d'autocensure. Voilà la question que je vous posais. Et moi, je pense que vous n'êtes pas une femme du passé du tout. Vous êtes une femme de demain. Donc, j'attends de vous, j'espère, un livre qui évoque la nécessité et l'inéluctabilité du cosmopolitisme. Moi, c'est un terme que j'adore, le cosmopolitisme. Être ensemble, être mélangés ensemble, être égaux. Vraiment. Alors là, l'Aïs chérie, évidemment, c'est une image de la mixité. Mais je crois vraiment que tout le monde... Je pense à ça, moi, c'est mon espoir très profond, ce cosmopolitisme général. Tout le monde égal. Tout le monde égal. Et même, on se dirait même plus, je suis français, je suis marocain, je suis Jean-Noël, je suis Zaya, je suis Laïla. C'est tout. Ça, c'est un espoir, une utopie. Mais je pense que des groupes, enfin, c'est plus que des groupes aujourd'hui, ce qu'on appelle le wokisme, c'est ça quand même qui a le plus grand danger aujourd'hui, c'est ça, a peur de ce cosmopolitisme, a peur de ce mélange, a peur de cette entente. Ces émeutes-là à Paris, c'était par peur que les gens se rassemblent, que les gens s'entendent, que les gens s'aiment. C'est ça qui est insupportable. Qu'à la fin du match, les Français et les Marocains s'embrassent. Ils font tout pour l'empêcher. Et donc, vous voyez, je pense qu'il y a un livre à écrire sur ce mot, le cosmopolitisme, et c'est la manière aujourd'hui de dire non à toutes les intolérances, c'est dire cela. Me semble-t-il que la mixité n'a jamais été aussi essentielle. Et vous le représentez. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'écrire ce livre aussi, mais il me semble qu'on a besoin... Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a besoin de vous. On vous l'a dit tout à l'heure, d'une manière meilleure que moi, sans doute, mais on a besoin de vous. On a besoin... Vous savez, souvent je me dis quand même aujourd'hui qu'aurait dit Marguerite Duras, qu'aurait dit Roland Barthes, mais ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne, presque plus personne. Il n'y a plus personne pour un grand article, une grande chronique par exemple, pour nous guider un petit peu, comme point de repère. Comme point de repère. On a besoin de vous comme point de repère et comme stimulation intellectuelle pour demain. Pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir Madame Daoud. Je vais essayer d'être très brève. Je voudrais juste, puisque c'est une soirée hommage, rendre quand même hommage au petit bout de femme que vous êtes, mais avec une grande voix. Je dirais que vous êtes, pour moi en tout cas, moi je vais parler de mes années, peut-être rapidement de mes années la Malif, et dire comment Zakia Daoud m'a forgé un peu, a forgé ma voix en tant que femme marocaine. Je vais être rapide, j'ai gribouillé quelques petits mots quand Leïla m'a fait signe « tu vas parler ». Donc voilà. Et donc mes années la Malif, en fait, c'est mes années lycée et mes années de fac. Donc c'est entre 80 et 86, entre 15 et 21 ans. Et donc, la belle époque, un temps que les moins de 20 ans, comme disait Sil Cohen, ne peuvent pas connaître. Voilà. Et donc, en fait, Zakia Daoud, pour moi, c'est d'abord le militantisme pour les droits de l'homme. Donc la Malif, je découvrais la Malif en 1980. On ne pouvait pas se permettre de lire la Malif comme ça. Et dans la famille, c'était vraiment en se cachant un peu. Lire la Malif, c'était un peu un problème pour les parents parce que ça représentait aussi une forme de rébellion, une forme de... Il y avait le mkhazen et tout ça, il fallait s'en méfier. Et puis les parents en avaient peur un peu.
la sociologie, l'introduction un petit peu aux études, à la société marocaine que nous ne connaissions pas en tant que jeunes Marocains, beaucoup, la littérature, les figures de la littérature aussi, mais surtout pour moi le combat pour le droit des femmes et le combat pour que les femmes, pour l'égalité de chance et l'égalité des femmes dans ce pays. Donc l'introduction à travers la Malif au mouvement 23 mars, etc. Et donc pour moi, la Malif, c'était vraiment, comme dirait Virginia Woolf, la fenêtre sur le monde, la fenêtre sur a room of one's own, c'est-à-dire la chambre, sa chambre à soi, sa petite chambre à soi. Et donc, dans la même veine, je dirais que rapidement, j'ai retrouvé donc Zakia Daoud, pas Leïla Bin, mais Zakia Daoud, la chroniqueuse, la journaliste. J'ai lu un certain nombre de vos écrits, et donc chaque fois je me dis, Zakia Daoud dans son style, Fouad Laroui en parlait, c'est un style journalistique, un style très, je dirais une plume très, c'est des croquis. C'est des croquis de vie, c'est des croquis, c'est des moments. C'est un focus en plongée, et c'est vraiment un zoom in pour aller au plus près de l'être humain, pour aller au plus près de la conscience, surtout, de l'être humain. Et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu dans cet essai. Cet essai que j'ai, si vous le permettez, que j'ai renommé. Pour moi, au lieu de l'appeler du sang et de la mémoire, je l'appellerai du sens et de l'oubli. Alors, pourquoi du sens et de l'oubli? Eh bien, parce que j'ai l'impression que vous avez fondé donc cet essai, mais que vous avez fondé cette histoire commune, cette histoire d'Espagne, qui n'est pas simplement l'histoire d'Espagne, qui est l'histoire, en fait, du Maghreb, qui est l'histoire du monde aujourd'hui, en sachant, enfin, d'une partie du monde, vous le dites vous-même, l'espagnol est parlé, c'est la deuxième langue mondiale aujourd'hui, après l'anglais, et bientôt, aux États-Unis, elle deviendra la première langue aux États-Unis. Et donc, c'est pas rien quand même que de parler d'une civilisation qui, au départ, est partie d'un syncrétisme, mais qui, au départ, est partie sur une faute originelle, sur un péché originel, le péché de Roderick, le viol, en fait. Le viol qui, en fait, superpose. Ce sont en fait deux viols, c'est le viol d'une femme et aussi le viol d'une culture, d'une terre, etc., par les uns ou par les autres, qui est le traître, qui ne l'est pas. Et donc ce viol devient un geste fondateur, un moment fondateur, à la fois de la grandeur, mais aussi de la déchéance d'une idée, d'un idéal, d'un rêve, d'un projet social, sans cesse en reconstruction en Espagne, mais aussi au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et les récentes histoires, les petites marocaines, algériennes, etc., mais la grande histoire de cette partie du monde est quand même en éternelle reconstruction, et en éternel, c'est en miroir, en fait, c'est un jeu de miroir dans lequel nous regardons les uns les autres au-delà du détroit et comme ça, en horizontal. Donc, en somme, ce moment fondateur qui, à plus d'un égard, ressemble un petit peu à ce traumatisme aussi. Le pays est bâti sur un traumatisme fondateur, comme les États-Unis d'Amérique, un peu, comme le sud des États-Unis avec l'histoire de l'esclavage. Simplement, moi j'ai l'impression quand même que l'Espagne s'en sort beaucoup mieux, puisque à partir de cette faute originale, je dirais, est né un dynamisme. Il y a là un dynamisme qui ne trompe pas malgré la difficulté de la gestation et la douleur de la délivrance. C'est un dynamisme qui est là, qu'on ressent, qui se fait jour. Vous en avez parlé dans le récit. Et en fait, qui se traduit peut-être par ces batailles des Mauros et des Cristianos, qui en fait se jouent depuis déjà le XIIe siècle, mais qui sont aujourd'hui une forme de catharsis, une forme de... je dirais une sorte de purification, non pas par le feu, mais une sorte de purification d'une mémoire rachetée, réconciliée avec elle-même, qui se reconstruit sans cesse. Et c'est pour ça que je me propose de lire un peu cet essai sous le titre du sens et de l'oubli. Voilà. Merci.
Je tiens à remercier Mahi pour l'accueil qu'il nous a accordé aujourd'hui. Je tiens à saluer Leïla pour tout ce qu'elle fait pour la culture, les arts et cette ville. Et je rappelle que quand elle m'avait demandé il y a quelques jours de préparer une note, un petit texte à propos de Zakia, j'ai rechigné pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai passé ma vie à discourir, mais je n'ai jamais été habitué à faire des discours de circonstances. Deuxièmement, il y a une difficulté épistémologique, comme on dirait aujourd'hui. Je ne peux pas parler de Zakia en termes de distanciation, parce qu'il y a quand même un impact psychologique qui fait que je ne peux pas être objectif. Donc, ça a été un échec. Mais j'ai pu revenir un peu à la charge et trouver une solution. Je me suis dit, bon, je n'ai pas à faire le panégyrique. Ce n'est pas mon habitude, ce n'est pas mon éducation. Mais il y a quelque chose qui m'a travaillé. Tiens, et si c'était une occasion pour régler un problème que j'ai passé dans ma vie comme ça, et que je n'ai pas pensé, conscientisé, à un moment précis dans l'histoire du Maroc et dans mon histoire personnelle. C'est le moment où il y avait la Malif. Il y avait donc un moment, il fallait régler ça, et je crois que finalement j'ai pu régler le problème de cette manière. Mais avant de parler, pour aller vite, je tiens, vous me permettrez de faire une petite distinction entre 2 concepts clés sur lesquels on glisse. Le concept de vie et le concept d'existence. Et c'est notre malheur, parce que c'est des mots qu'on utilise, mais auxquels on ne réfléchit pas. Je rappelle que, en ce qui concerne la vie, pour aller vite, je la rapproche, elle est, à mon sens, en rapport avec l'espace. Elle est en rapport avec l'espace, l'étendue. Alors que l'existence, elle est qualitative, elle est en rapport avec le territoire. Et l'espace n'est pas le territoire. Et le territoire est plus que l'espace. Cela dit, la vie, on en parle au pluriel en termes génériques. Mais en réalité, il n'y a pas de vie. Il y a des vies. On a une vie de jeune, une vie de vieux, une vie de professionnel, une vie, etc. C'est un ensemble. Et dans chaque sphère, on a une vie. Donc, la vie est par définition éclatée. Elle est éclatée, on la vit différemment, à des temps différents, avec des intentionnalités et des émotions différentes. Et puis, l'existence à l'encontre est tout à fait différente, parce que l'existence est par définition homogène. Elle est indivisible. On ne peut pas parler des existences, dire j'ai eu des existences. J'ai eu des vies, mais je n'ai qu'une seule existence. Et là, c'est différent. Pour la simple raison que la vie est en rapport avec le vécu, avec les besoins organiques. L'existence est en rapport plutôt avec l'identité, avec les valeurs, avec quelque chose qui nous transcende. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir plusieurs existences, même si on a plusieurs vies. Alors cela dit, quel est le rapport avec la Malif? C'est simple, c'est que j'ai dû mener ma vie, mes vies, à la suite l'une de l'autre, comme ça, dans mon parcours. J'ai eu une vie estudiantine. J'étais dans le temps étudiant dans l'Institut de sociologie. Et dans l'Institut de sociologie, j'avais des professeurs qui publiaient d'ailleurs dans la Malif, et on parlait de théorie, de classe sociale, d'anthropologie, de stratification sociale, etc. Mais c'était théorique. C'était théorique. Et dans ce cas-là, Malif nous servait d'éléments de régulation et d'éléments de modération, parce qu'il nous parlait des cas du Maroc. Les classes sociales au Maroc, la campagne au Maroc, la femme au Maroc, la jeunesse marocaine. Donc, on exhibait, en tant qu'étudiant de sociologie, on exhibait la Malif en tant que référence. C'était pour nous une référence. Et dans le temps, bien entendu, on était aussi des intellectuels. C'était la deuxième vague après l'indépendance du Maroc. On était des intellectuels de gauche, mais au fait des dandys en réalité. Et dans ce cas-là, il y avait une démarcation par rapport aux intellectuels français. On reconnaissait les intellectuels français au Maroc à cette époque au fait
il brandissait le monde. Il traînait au café, au restaurant avec le monde. Nous, on traînait avec la Malif. C'était donc notre cravate culturelle. On le portait pour donner notre détermination, pour donner notre référence. Alors la troisième vie aussi que j'avais dans ce moment-là, c'était la vie de militant. On venait de créer l'extrême gauche, moi je venais de l'UMT, j'étais en rapport avec les grands leaders de l'UMT, et donc l'MLF nous servait de ça, c'était le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de l'UMT et de la classe ouvrière. Alors finalement, c'était trois vies éclatées qu'on menait, et je ne m'étais jamais posé la question, qu'est-ce qui faisait l'unité de tout ça? Eh bien voilà, c'est là où la Malif avait intervenu pour faire de ces vies éclatées une existence. Parce que on était des monades, comme disait Leibniz, des ensembles fermés, éclatés, qui naviguent comme ça dans l'univers. On n'avait pas de centre. On était une circonférence, un cercle sans centre. La Malif nous a servi de centre. Elle a permis à toutes ces vies de s'agglomérer, de se rassembler et d'avoir un sens au double terme sémiologique. Parce qu'en français, sens signifie orientation, mais signifie aussi signification. Et c'est ce qui nous manquait. On avait besoin d'un cap et on avait besoin aussi d'un sens elemena. Elemebena ou elemena. Dans ce cas-là, la Malif était déterminante pour ma génération. Je parle de ma génération à moi. Elle était déterminante parce que, dans le temps, moi, on avait commencé les études de philosophie, de Kant, etc. On avait dépassé totalement Descartes. On disait plus « je pense donc j'existe », mais grâce à la Malif, on a appris à dire « je me détermine, donc j'existe ». Et c'est exactement ce que les lions de l'Atlas nous ont appris. Ils ont appris au monde qu'on peut exister en se déterminant, en ayant un centre, et non pas en évoluant dans un cercle sans centre. Alors, à propos de tout ce que Zakia a subi, et ce que nous avons aussi subi, j'irai tout simplement qu'on ne tape jamais sur des clous droits, que sur des clous tordus, on ne tape que sur des clous droits. Merci. C'est Abdel Fadel Rouali, merci les oiseaux, puisque c'est un éleveur de canaris. Et c'est Mustafa Rehani peut être considéré parmi les bienheureux, parce que qu'est-ce qu'il y a de meilleur que quand vous parlez à un oiseau et qu'il vous répond par sa musique. Mais il est là ce soir parmi nous pour une autre raison. Il est ami de Aziz Ghoulam, et oui, c'est ce qu'il dit dans sa biographie, et il tenait absolument à être parmi nous ce soir, parce qu'à travers vous, c'est aussi un salut qu'il adresse à Aziz. Merci. Zakia Daoud. Zakia Daoud. Vous savez qu'il y a des vents qui montent du Sahara, Sirocco, et qui réchauffent le Maroc et l'Europe. Mais il y a aussi des vents qui descendent du nord vers le sud. Et ces vents ont réussi à emmener dans leur sillage vos paroles au-delà du Maroc, au-delà du Sahel. Et vous allez voir que votre parole est entendue de l'autre côté du Sahara, dans l'Afrique subsaharienne. J'invite 3 jeunes étudiants à vous faire le témoignage et la preuve que vos paroles sont au-delà du sud du Maroc. Je commence par inviter, je pense, Yvan, si vous voulez, s'il vous plaît. Yvan,
J'invite Yvan à prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Zakia. C'est vraiment un privilège pour moi de vous rencontrer parce que personnellement, je n'ai pas lu beaucoup de vos livres, c'est le premier. Et à entendre les autres, je réalise à quel point vous avez marqué votre époque et à quel point c'est un privilège pour moi de m'asseoir là où je suis actuellement. J'ai beaucoup aimé votre livre, vraiment beaucoup, surtout dans les thèmes qu'il essaye de transmettre, que ce soit l'écriture de l'histoire. Je profite pour citer un peu, lorsque vous dites que lorsqu'on veut faire de l'autre un ennemi, on commence d'abord par le déshumaniser, par faire quelqu'un de différent, ensuite on en fait un ennemi. C'est quelque chose qui d'entrée de jeu m'a marqué et que j'ai trouvé comme un avant-propos total même à l'œuvre. Mais la phrase qui m'a le plus marqué, je pense, c'est à la page 232. Je pense que ça fait office de conclusion. C'est lorsque vous parlez du progrès. C'est vraiment majestueux ce que vous avez dit. Vous avez dit, le progrès, c'est l'osmose, c'est la copie, la demande de mutation continuelle, quoi qu'il en coûte. Exactement. Il faut accepter l'osmose pour progresser. Le rejet de l'autre conduit au néant, particulièrement sur le plan culturel et civilisationnel. Je pense que ça, c'est la phrase qui m'a le plus marqué dans le livre et que je peux retirer comme leçon du livre. Que s'il n'y a pas osmose, et lorsqu'on regarde les grandes civilisations, ce sont les civilisations qui ont reçu des migrations qui se sont le plus développées. Lorsqu'on regarde même l'apogée occidentale au niveau des États-Unis, c'est une population assez mixte. Lorsqu'on regarde les grands empires, ce sont des empires qui ont toujours reçu beaucoup de personnes à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mais la question que je me pose, qui moi m'intrigue, parce que j'aime beaucoup la politique et j'aime bien comprendre comment certaines choses fonctionnent, je me demande, si vous essayez de rentrer, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ancienne Zakia pour la façon dont il faut gérer, dealer avec les politiques, comment avoir plus d'efficacité? Parce que je pense que pour une militante, c'est son combat qui lui est cher. S'il fallait vous donner des conseils à vous-même, à la vous plus jeune, qu'est-ce que vous serez conseillé pour encore plus d'efficacité? Je crois que j'aurais fait les mêmes erreurs. Micro. Je crois que j'aurais fait les mêmes erreurs. Parce que c'est une question d'âge. C'est des paliers. On ne peut pas tout d'un coup avoir tant d'âge que j'ai maintenant et penser ce que j'ai pensé à 20 ans. C'est pas possible. À 20 ans, on fait des bêtises. Bon, mais sinon, moi, je crois que je n'ai rien à regretter de ce que j'ai fait. Merci beaucoup. François est gabonais. C'est un lauréat de l'UM6P et de l'UQAM, déjà avant l'UM6P. Merci bien. Bonjour madame. Tout d'abord, je tiens à vous remercier encore une fois, madame Leïla, et à vous tous, d'avoir pris la peine de m'inviter pour que je puisse donc dire quelques mots. Alors d'entrée de jeu, je ne saurais être autant dithyrambique que mes prédécesseurs, mais autant que faire se peut, je vais vous décrire en quoi, et en quelques mots, sans être prolixe, je pourrais donc rendre témoignage de votre personne. Alors il faut dire que le livre que vous avez écrit m'a sublimé à titre personnel sur deux plans, à cause de l'histoire du récit et du récit de l'histoire. Je m'explique. Naturellement, je crois qu'il est visible que je ne suis pas jaune et que le peuple que je représente par mon épiderme a traversé une phase assez critique tout au long de l'histoire. Ce qui fait que
comme l'a dit Ivan, le refus de la différence a mené à une destruction civilisationnelle en puissance. Alors, lorsque, à travers l'histoire du récit que je lis, vous nous enseignez, enfin, vous rendez témoignage du passé par rapport à la construction idéologique de la destruction de la civilisation de l'autre, je ne peux qu'être touché, car je me suis décidé à titre personnel de me faire le porte-voix d'une cause. Et cette cause, c'est la cause des peuples, de refuser l'extrême droite, de refuser le refus de la différence. Alors, sachez que je n'aurai peut-être pas les mots, ni un grand tableau à vous offrir qui effectivement vous rend témoignage, mais tout au long de ma vie, parce que j'ai pu lire de votre livre et parce qu'il m'a été raconté de votre histoire, je le ferai, et par mes actions. Donc je tiens à vous remercier pour ces lignes et je tiens à vous remercier pour le témoignage vivant que vous êtes. Votre livre, bien qu'il parle du passé, ne s'est jamais autant conjugué au présent. Je vous remercie. Merci François. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Madame Leila pour l'invitation. Alors, c'est un réel honneur pour moi de m'asseoir déjà aux côtés de la militante journaliste Madame Zakia Daoud, que j'ai eu le grand plaisir de lire à travers ce roman. C'est son premier roman que je lis. Mais franchement, vu la qualité du message qu'elle veut passer, je suis encore plus motivé à aller lire beaucoup plus de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a dit. En fait, pour moi, ce roman, cet essai plutôt, il nous raconte une histoire, un vécu, le passé d'un peuple. Mais en fait, je pense que si ça ne tenait qu'à ça, on pouvait se retrouver on pouvait aller chercher sur YouTube et tout, la même histoire, on pouvait la trouver. Mais en fait, moi je pense que ce livre vient en termes d'authenticité, venir nous donner quelques détails plus précis sur ce qui s'est passé, mais aussi je pense que c'est pour nous faire passer un message. Parce que cette histoire, tout le monde la connaît, je crois. Mais je pense qu'il y a un message que Madame Zakia Daoud veut nous faire passer à travers cet essai. Et voilà, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre à travers cet essai? Aussi, j'ai eu la chance de suivre l'une de vos interventions sur TEDx, où vous dites que voilà, on ne peut pas venir sur cette terre et ne pas vouloir changer le monde. Rester sur cette terre et voilà, vivre, c'est comme un crime d'une quelconque façon. Alors, merci pour déjà cette force que vous donnez à la jeunesse, ces belles paroles, ces mots motivants que vous nous donnez pour aller de l'avant. Et grâce à vous, j'ai trouvé une cause, je vais me battre pour elle. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais être très concret et donner 3 exemples d'une même époque qui se passe en Andalousie entre 3 personnes de différentes obédiences et croyances. Elles sont tous du début du XIIIe siècle. La première, c'est 2 poètes, Ibn Saïd al-Andalousi et Ibn Sal al-Isra'ili, c'est comme ça son nom. Ils sont tous poètes de Mouchahad. Ils sont très amis. Et un jour, ils ont fait entre eux, comme ça se fait entre les poètes arabes, une espèce de challenge pour qui peut terminer tel ou tel qasida, commencer par l'un des 3. Alors à la fin, pour être bref,
Le troisième, qui est donc le Ibn Sal israélien, avait dit quelque chose qui aurait pu vexer le musulman qui était Ibn Saïd. Il a dit, oh mon Dieu, moi, de votre paradis, je me contenterai du vin et des mignons. Bon. Ibn Saïd, qui écrit la biographie de ce Ibn Sal, commente. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais moi, Ibn Saïd, je demande à Dieu que s'il m'admet au paradis, je souhaite y être avec Ibn Sal. Non, voilà les deux religions, pour une fois, arrangées. Bon, la deuxième, c'est un prince de Grenade du XIIIe siècle également, parmi les Banu al-Ahmar. Après une bataille, une attaque grave de la Castille jusqu'aux portes de Grenade, et dans cette bataille, deux enfants, ou infantes, infantes, disent les Espagnols, deux enfants, princes, donc, sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le prince musulman a pris le corps de l'un des deux, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris l'autre, et il l'a... D'abord, il y a eu quelque chose sur ces corps, une réaction mauvaise. Et le prince a pris le corps, l'a couvert de tissu broché d'or, l'a mis dans un... comme il faut, et l'a renvoyé à Séville, qui était la capitale à l'époque, sous garde, jusqu'à chez ses parents. Donc, il n'a pas admis qu'on puisse maltraiter le corps d'un vaincu pendant la guerre. La dernière, la troisième, j'espère que je ne vais pas l'oublier. Oui, c'est ça. Merci. Pardon. Je suis toujours un peu perdu dans mes notes, mais je finis toujours par y arriver. La troisième que j'avais notée comme étant la première, qui est très intéressante, c'est le précepteur. On est toujours au XIe siècle là. Le précepteur un des plus importants khalifes, le fils d'Abdelrahman III, qui est le grand mécène, le grand bibliophile, etc., avait un précepteur, donc, et ce précepteur nous a laissé, j'étais le précepteur du futur calife, il nous a laissé ces deux vers absolument extraordinaires qui versent tout à fait dans le sens de ce qu'on a développé depuis tout à l'heure. Ces deux vers sont, j'ai encore assez de mémoire pour vous les citer directement. Wal ardo shatta kulluha wahidun wal nasu fiha ikhwatun wa jirano. C'est un savant musulman qui a dit ça et qui est le précepteur du calife. Donc voilà trois choses qui peuvent un peu
réconcilier, s'il y a lieu, ces trois religions qui ont voyagé ensemble pendant 8 siècles sur la terre d'Espagne. J'ai préféré ne rien dire de plus, sauf ce qui suit. Si j'ai opté pour ces trois situations, c'est tout simplement parce qu'elles sont enfouies dans les livres d'histoire auxquels peu de gens accèdent. Et c'est surtout parce que, par les temps qui courent, même au niveau universitaire, aussi bien en Espagne, c'est-à-dire à Séville, que à la Sorbonne, à Paris, mais surtout en Espagne, on est en train de retourner complètement la situation. On ne peut plus admettre, comme avant, que sur cette terre d'Espagne, il y a eu un moment où les trois religions ont pu, il y a eu les guerres et tout ça, bien entendu, mais les trois religions ont pu collaborer ensemble par le biais de la culture. Parce que, justement, il y avait une culture qui s'exprime en arabe, mais qui n'est pas que arabe. Elle est arabe, juive et elle est musulmane, juive et chrétienne également. Voilà, merci. أنا سعيدة جدا بحضوري في هذا العرس الثقافي، وبغيت نشكر الأستاذة ليلى أو الدكتورة ليلى على هذا الاهتمام ونشر الثقافة وتقريب العلاقات الثقافية. وأجمل ما في هذا الصالون أنها تشجع الأجيال على القراءة والبحث والعطاء. بغيت نشكر صاحب الفضاء الجميل الأستاذ والفنان الكبير ولد الفقيه ولد لاله أمينة الله يرحمها على هذا الفضاء الجميل وعلى هذه الاستضافة الكريمة. وآل بين هما معروفين يعني بالعطاءات ديالهم على جميع المستويات. وأنا سعيدة جدا لأن التقيت بصاحبتي لاله إلهام الموسيقية الكبيرة، ومرة أخرى غادي تحفينا بالعود ديالك لاله إلهام. يلا شكرا شكرا شكرا. أهلا لاله.